Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Présentement, je suis en partage d'écran. Je vais juste arrêter vite le partage d'écran parce que ça me permet en même temps de voir. Je ne sais pas, bon, il y a quelques visages que je connais, mais il y a plusieurs visages que je ne connais pas, évidemment. Comme on disait tout à l'heure, c'était vraiment un atelier qui est pour le regroupement FADIO. Puis je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, mais en même temps, pour les gens qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, qu'est-ce que le regroupement FADIO, bien, ça va être une belle occasion de le savoir. Durant la présentation, ça ne me dérange pas du tout. Si vous désirez laisser votre caméra ouverte, moi, ça ne me pose pas de problème. On n'a pas assez de participants, donc pour faire en sorte que la bande passante pourrait être fragilisée, là, ça ne m'inquiète pas du tout. Donc, on attendait plus de 60 participants, mais évidemment, c'est toujours comme ça. Souvent, des fois, c'est la moitié qui se présente ou des fois les 2 tiers, en tout cas, peu importe. Donc, il n'y a aucun problème. Puis, évidemment, il y avait plusieurs personnes aussi qui n'étaient pas membres de FADIO qui ont peut-être changé d'idée, mais il n'y a aucun problème. Alors, si jamais vous voulez me voir moi seulement, bien, vous pouvez voir en haut à droite de votre écran affichage intervenant. Donc, en cliquant là-dessus, c'est plus moi que vous allez voir. Si vous voulez voir tous les participants, vous demeurez en affichage galerie. Mon nom est Mylène Simard. Je suis coordonnatrice du regroupement FADIO. Alors, mais à partir de maintenant, je vais partager mon écran. Donc, on va se voir peut-être en plus petit. Puis, on y va tout de suite avec la présentation. OK. Donc, normalement, vous devriez tous voir mon écran. Excusez-moi. OK. OK. Donc, qu'est-ce que FADIO? Évidemment, je suis ici aujourd'hui pour vous parler que c'est une initiative. C'était d'abord un projet auprès des établissements d'enseignement du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie au Québec. Je le précise parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement ni au Québec ni au Canada, alors je vous souhaite la bienvenue. C'est une initiative pour favoriser le développement de la formation à distance. Donc, ce sont 18 établissements qui se sont regroupés justement pour travailler ensemble, pour partager leur expertise, pour faire en sorte qu'on favorise le développement de la formation à distance avec les moyens qu'on a. Donc, je vais vous l'expliquer un petit peu plus en détail. C'est un modèle qui est innovant. Pourquoi? Parce qu'habituellement, un établissement est plus habitué de travailler peut-être en silo. Donc, c'était un vrai défi pour nous de regrouper ces 18 établissements-là. Quand on parle de 18 établissements, ce sont des établissements d'enseignement du primaire jusqu'à l'université. Donc, on a 18 commissions scolaires, 8 commissions scolaires, on a 5 cégeps, on a 4 établissements d'enseignement spécialisés, dont 2 écoles nationales. Donc, on a l'école des pêches et de l'aquaculture, et puis on a l'Institut maritime du Québec, il y a le Conservatoire de musique de Rimouski, et on a l'Institut de technologie agroalimentaire, et enfin, on a l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski. Donc, tous ces établissements-là ont signé une entente de collaboration pour travailler ensemble. Au départ, ce qu'il faut dire, c'est pourquoi c'était mis ensemble. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un bref historique. Donc, la présentation, ça va être vraiment un peu de revenir là, comment tout ça a été mis en place. Puis ensuite de ça, de parler vraiment du modèle, puis par la suite des services qui sont offerts dans FADIO. Ce que je souhaiterais faire aussi, c'est que si vous avez des questions tout au long de la présentation, là, vous pouvez utiliser le clavardage. Ça ne me dérange pas du tout d'être interrompu. Je préfère ça même. Donc, si jamais vous avez des questions là, tout au long de la présentation, là, il n'y a aucun problème. Karine va être là pour prendre les questions puis m'interrompre. L'historique de ça, c'est que, bon, premièrement, on est des établissements en région. Évidemment, on avait un défi de l'accessibilité à la formation parce qu'on était sur un vaste territoire. Juste pour vous donner une idée, là, si on part de l'Apocatière jusqu'aux îles de la Madeleine, c'est à peu près la grandeur du Danemark. Fait que vous comprenez qu'évidemment, de la formation, il y en a, mais évidemment, ce ne sont pas tous les programmes qui sont offerts partout sur le territoire. Donc, de rendre accessible cette formation-là, ce n'était pas toujours évident. On avait aussi des programmes qui connaissaient des difficultés de recrutement. On faisait face à une baisse démographique. Ensuite de ça, évidemment, la formation à distance, on sait aussi que c'est une présence accrue parce qu'étant donné qu'il n'y a pas de limite géographique, donc ça fait en sorte que la formation à distance devient accessible peu importe où est-ce qu'on se trouve. Et aussi, ce qu'on avait en tête, c'était comment on est capable d'assurer la qualité des formations, mais avec un nombre restreint de ressources. Parce que quand on parle d'un établissement en région,
Ce n'est pas toujours évident. On ne dispose pas de grosses équipes comme un établissement en ville, par exemple. Donc, on se disait, bien, écoutez, là, nous, on n'a pas toutes les ressources humaines, puis on n'a pas tous les moyens financiers non plus pour être capable de bien développer la formation à distance. Donc, c'était d'abord et avant tout par rapport à ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est une initiative des tables interordres d'éducation du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Donc, ceux qui sont au Québec, évidemment, vous connaissez probablement les tables d'éducation interordres parce qu'il y en a une dans chaque région. C'est une initiative du ministère de l'Éducation qui doit dater à peu près de 2006. Nous, évidemment, on relevait de la direction régionale du ministère de l'Éducation sur le territoire qui couvrait la table interordre du Bas-Saint-Laurent et celle de la Gaspésie. Et ce sont tous ces gens-là, ces tables interordres-là, qui sont composées des directeurs généraux des établissements d'enseignement, donc des 18 établissements d'enseignement, je vous ai parlé tout à l'heure, et en compagnie du recteur de l'UQAR. Et ce sont ces gens-là qui travaillaient ensemble pour justement faire face à un peu ce constat-là, puis de voir que, OK, là, on fait face à ces problèmes-là. Maintenant, quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter? Donc, on a fait une étude exploratoire. Là, on revient en arrière un petit peu. Là, on est à peu près aux alentours de 2009-2010. On a fait une étude exploratoire sur le terrain pour voir en même temps, OK, si on était capable, est-ce qu'on serait capable de travailler tout le monde ensemble puis juste avoir un portrait de la situation? Ce qui était super intéressant parce que vous comprenez que la formation à distance, il y a plusieurs modèles. Donc, on a fait une étude et on s'est rendu compte que tous les modèles de formation à distance étaient exploités sur le territoire. Ça, c'était super intéressant. Quand je parle de modèles et de modes, si on peut dire, donc on parle de synchrone, d'asynchrone, d'hybride. Et même parmi ces modes-là, il y avait différentes modalités, c'est-à-dire du téléenseignement, c'est-à-dire de la classe virtuelle interactive, c'est-à-dire de l'auto-formation ou de la classe individualisée en ligne. Donc, c'était vraiment intéressant parce que parmi nos 18 établissements, tous ces modes-là étaient exploités. Là, on s'est dit, wow, c'est intéressant. L'autre élément aussi, on avait plusieurs choix technologiques qui étaient similaires. Donc, plusieurs utilisaient, par exemple, la plateforme à l'époque, qui était VIA. Plusieurs utilisaient un environnement de numérique d'apprentissage comme Moodle, par exemple. Il y avait plusieurs choses qui étaient déjà en commun et il y en avait qui travaillaient avec d'autres technologies, mais on avait quand même des technologies qui étaient similaires. L'autre élément aussi, quand on parle de interordre, ce n'était pas si évident de dire, OK, est-ce que les commissions scolaires peuvent vraiment travailler avec les gens de l'université? On avait des défis pédagogiques et technologiques communs. Ça, c'était intéressant. Puis là, c'est là qu'on s'est dit, OK, il y a peut-être quelque chose qu'on tient là en ce moment. Puis ce qui était super intéressant aussi dans ce constat-là, c'est qu'il y avait un niveau d'expertise varié, mais surtout complémentaire. Fait imaginez là, de voir que oui, il y avait beaucoup d'établissements qui faisaient de formation à distance, mais il y en avait qui en faisaient très peu. Mais par contre, ce qui est intéressant avec tous les modes qui étaient exploités, c'est qu'on avait une expertise qui était complémentaire. Et c'est là que ça devenait très intéressant. Dans le modèle qu'on a développé, donc vous comprenez que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'était très long. D'abord, il fallait signer une entente de collaboration entre les partenaires. Juste l'entente de collaboration, là, ça a pris 6 mois. Donc, c'est normal parce que là, il y avait comme une espèce de confiance qu'on devait établir entre les partenaires, puis c'était important de bien faire les choses. Donc, il y a eu une entente de collaboration entre les partenaires pour se donner un mode de fonctionnement. Donc, se donner peut-être une mission, une vision, des valeurs, des principes directeurs, un engagement, qu'est-ce que chaque DG s'engageait dans son établissement, etc. Donc, ça a été fait en 2013 et on a renouvelé même en 2017 parce qu'évidemment, plusieurs DG avaient pris leur retraite. Donc, on a renouvelé l'entente puis on l'a mis à jour en 2017. Ce qui est intéressant, c'est gouvernance collaborative interordre. Ça, c'est un modèle vraiment que il n'y a pas, on n'arrivait pas avec une structure vraiment, là, avec un directeur à la tête de tout ça, puis que là, il allait avoir un plan d'action. Non, c'était vraiment gouvernance collaborative interordre. Tout le monde y met du sien. Ça, c'est ce qui nous colore beaucoup, c'est ce qui nous démarque énormément dans Fadio. L'approche basée sur les besoins. On n'a pas une approche top-down, on a une approche bottom-up, basée sur les besoins. Chaque année, en mai, on évalue ce qu'on fait, on regarde, on est à l'écoute de nos ressources enseignantes, puis on est à l'écoute de nos gens sur le terrain pour voir qu'est-ce que vous avez besoin. Est-ce que ce qu'on a fait actuellement, est-ce que ça répond à votre besoin? Qu'est-ce que vous auriez besoin pour la prochaine année? Et nous, notre plan d'action est toujours basé là-dessus.
tout le temps, pour être sûr justement qu'on soit pas, qu'on ne fasse pas les choses nécessairement pour rien, mais qu'on soit en mesure de répondre à nos besoins. Puis je vous dirais qu'à chaque évaluation, chaque année, ça vient confirmer effectivement qu'on répond aux besoins. Alors, c'est vraiment très intéressant. Puis je vais vous en parler tout à l'heure justement de nos champs d'intervention. Il y a une gestion optimale des ressources. C'est super ça. Pourquoi? Parce que les technologies évoluent extrêmement vite. Donc, c'est impossible. On ne peut pas, même si on a une petite équipe de 5 personnes, comment voulez-vous qu'on soit capable de tout analyser ce qui sort sans arrêt presque à tous les mois? Nous, on a une communauté de pratique qui a tout évalué ça, les plateformes de communication en ligne, les environnements numériques d'apprentissage. C'est le fun de savoir que, oups, au Cégep de la Pocatière, on a évalué telle plateforme, puis au Cégep de la Gaspésie, on a évalué telle plateforme, puis à la commission scolaire René Lévesque, eux, ils ont évalué telle chose, puis qu'on met tout ça en commun, puis que là, on est capable de dire qui fait quoi, puis c'est quoi la meilleure solution, puis c'est quoi les coûts de cette plateforme-là, puis qu'on en arrive à un choix. Donc ça, là, ça donne vraiment une force, puis ça permet de faire des bons choix. Les ressources humaines, même chose. Donc, en ayant une expertise complémentaire, donc c'est là que ça devient intéressant parce qu'il y a une gestion optimale des ressources. Donc, nos équipes locales, chaque établissement, puis ça, on a commencé ça, je vous dirais, en 2015, chaque établissement a une équipe locale, un comité de formation à distance. Et quand ce comité-là a besoin de soutien, bien, nous, on a vraiment sur le territoire, il y a toujours une personne qui dispose d'une expertise élevée dans la compétence qu'on souhaite, qu'on a besoin, par exemple. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Puis quand on parle de gestion optimale des ressources humaines, c'est justement, c'est que toutes les compétences sont vraiment exploitées à leur maximum. Il y a un continuum du primaire à l'université, bien évidemment, parce que quand on met tout ce beau monde-là à travailler ensemble, donc on est très au courant des réalités, tant du primaire jusqu'à l'université, à travers nos communautés de pratique. Puis ça, je vais en reparler tout à l'heure. Je l'ai dit, évidemment, la cohésion entre la pédagogie, la technique et la gestion. Ça, je vous dirais, on l'a bien cerné très rapidement, que c'est important que ces trois secteurs-là travaillent ensemble. Donc, dès qu'on a, par exemple, un projet de cours à distance, un projet de formation à distance, c'est important que l'enseignant travaille avec l'équipe, qu'il ne développe pas ça tout seul. Pourquoi? Parce que le technicien va être en mesure tout de suite, ou le technopédagogue va être en mesure tout de suite de bien l'accompagner, de lui dire si c'est réaliste, son projet, si c'est faisable techniquement, ou si, par exemple, de tout de suite savoir comment l'accompagner, puis peut-être aussi que le technicien va être en mesure de le conseiller aussi pour ses besoins. Donc, c'est important que ces gens-là travaillent ensemble très rapidement dès le développement de leur projet de formation à distance. Et le gestionnaire est là aussi pour comprendre comprendre le besoin et peut-être faire des choix justement pour prioriser les besoins financiers justement pour être capable de réaliser ça. Donc, quand un conseiller, un enseignant, par exemple, a besoin d'une application ou a besoin, par exemple, d'utiliser tel type de plateforme, donc il faut que le gestionnaire soit au courant dès le départ l'importance de l'appuyer dans son projet. Alors, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup à travailler justement à ce que ces gens-là travaillent ensemble lors du développement de la formation à distance. Et tout ça dans Fadio, le mot d'ordre, c'est le respect de l'autonomie des établissements. Jamais on a forcé un établissement. Il y a eu des années, je vous dirais, là, où est-ce qu'il ne s'en faisait très peu de formation à distance et jamais qu'on était là à dire, bien là, vous devez vous dépêcher, etc., etc. Non, on respectait l'autonomie des établissements. Pour nous, c'est important parce que on sait qu'il y a certaines réalités qui ne sont pas toujours évidentes. Puis on sait aussi que des fois, il y a des contraintes qu'un établissement peut vivre et ça fait en sorte qu'on respectait l'autonomie. On veut que l'établissement, c'est lui qui s'organise. Donc, chaque établissement décide de son plan de déploiement de formation à distance, de la mise en place de son équipe, des suivis. Donc, évidemment, on établit des lignes directrices, mais on respecte l'autonomie des établissements. C'est vraiment important. Donc, nous, on n'est vraiment pas là à tirer ou à pousser, mais on avance avec eux. Mais à partir du moment où l'établissement est prêt, on est là pour l'appuyer. Est-ce qu'il y a des questions, Karine? Non? Non, ça va, Mylène. J'ai réponse et je reviens si jamais ça va. OK. Donc, je poursuis. On travaille dans Fadio, on appelle ça des espaces de travail ou des champs d'intervention. Okay? Puis on en a 5. Donc, la première des choses, c'est qu'on organise des activités. Pour nous, la valorisation puis le rayonnement de la formation à distance, c'est important.
C'est important aussi de faire connaître, de donner la bonne information puis de briser les mythes. Trop souvent, on entend des choses, puis les gens, des fois, ils ont une méconnaissance de qu'est-ce que la formation à distance. Des fois, on a des doutes sur la qualité. Des fois, on a peur que ça vienne enlever l'importance de la formation en présence. Donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus, justement, parce que la formation à distance, elle est là pour rendre accessible la formation, mais pas pour remplacer la formation en présence, évidemment. Donc, il y a des activités qui sont faites. Je vais vous en reparler justement dans quelques minutes. Le deuxième champ d'intervention, c'est de la formation. Donc, évidemment, on est toujours à l'écoute des besoins. On développe les formations en tenant compte de ces besoins-là. Donc, il y a toujours des activités de formation qui sont offertes ou des activités de webinaire qui sont offertes par Fadio, mais aussi on a des ententes de collaboration, de partenariat avec différentes organisations. Le troisième champ d'intervention, ce sont la collaboration, évidemment. Donc, on a la collaboration, la mise en place des communautés de pratique qu'on a mis en place et qu'on amène les gens à travailler ensemble dans un partage d'expertise. Le cinquième, c'est l'expérimentation, donc tout ce qui est recherche et expérimentation pour rehausser la qualité de la formation à distance. Donc, ça aussi, je vais y revenir. Et le dernier, c'est le soutien et l'accompagnement. Donc, on parlait tout à l'heure de valorisation et de rayonnement. Évidemment, il y a plusieurs activités qui sont faites pour valoriser. On a des capsules vidéo, par exemple, qu'on a fait avec des témoignages d'enseignants, des témoignages d'étudiants, des témoignages même de gestionnaires qui témoignaient de leur expérience, justement, depuis qu'ils ont emboîté le pas vers la formation à distance. Mais on a aussi plusieurs activités. Comme c'est le cas, par exemple, on a mis en place la semaine de la formation à distance, qui était un moyen, justement, de démystifier la formation à distance, de présenter plein de modèles gagnants pour qu'on puisse être capable d'en apprendre un petit peu plus. Donc, comme vous pouvez le voir, vous êtes inscrits justement à cette semaine-là. On en est à notre 3e édition. C'est une activité qu'on a décidé de faire justement, puis pas juste pour les membres de Fadio. On a décidé vraiment de l'ouvrir en ligne, à distance, puis ouvert à peu importe les gens qui étaient là pour en savoir un petit peu plus. Alors, vous connaissez bien maintenant qu'est-ce que l'activité. On a également des partenariats, comme il y a, par exemple, le colloque de la CIRTA, qui est un colloque numérique qui va se tenir, un colloque scientifique qui va se tenir à l'automne. Ça, c'en est un exemple de partenariat, justement, le colloque de la CIRTA, qui est un colloque scientifique, mais qui est là aussi pour travailler, pour présenter beaucoup de projets de recherche et des ateliers pratiques qui touchent le numérique. Donc, on nous a demandé justement de l'organisation de ce colloque-là qui va se tenir à l'UQAR les 27 et 28 octobre 2020. Donc, vous allez certainement en entendre parler. Alors, on est bien content aussi d'organiser ce colloque-là à l'automne. Et on a la rencontre des partenaires. C'est un colloque qui est en présence, qui s'est tenu au Cégep de Rivière-du-Loup en octobre 2019. C'est une rencontre, évidemment, qui demande beaucoup d'organisation, donc on la tient aux 2 ans. Et puis, quand on dit rencontre des partenaires, là, ce sont tous les 18 établissements que je vous ai nommés tout à l'heure qui présentent un peu les projets de formation à distance ou les pratiques à distance qu'ils ont développées pour venir présenter ça justement aux autres. Donc, c'est vraiment intéressant. On a environ à peu près une quarantaine d'ateliers qui sont présentés durant ces 2 jours-là. La prochaine édition va être en octobre 2021. Et puis, depuis cette année, justement, c'est un colloque... c'est une rencontre qui est ouverte à tout le monde également. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, on a vraiment différents volets. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un colloque scientifique. Oui, on va avoir des présentations de projets de recherche, mais c'est vraiment une rencontre où est-ce qu'on parle de présentation de pratique. Fait que vous pouvez avoir un technicien, par exemple, en informatique, qui va venir présenter, lui, son innovation. Puis souvent, ces gens-là, des fois, ils étaient un peu gênés de venir présenter parce qu'ils se disaient, mon Dieu, je ne suis pas un conférencier, mais c'est ça qui donne la couleur à cette rencontre-là. C'est très intéressant parce que justement, c'est des gens sur le terrain qui viennent présenter ce qu'ils ont développé. Puis en passant, probablement que ça va avoir lieu à Gaspé si la tendance se maintient. Donc, on va aller, là, on s'en irait en Gaspésie là, pour la prochaine édition. Le deuxième champ d'intervention, on parle de formation.
On a un calendrier de formation. Donc, si vous avez pu voir un petit peu le site de Fadio, vous êtes probablement allé voir en vous inscrivant justement à la semaine de la formation à distance. Donc, au www.fadio.net, il y a un calendrier d'activités de formation en synchrone. Là, je vous ai fait un dessin. Là, vous avez juste à aller voir directement sur le site web dans l'onglet formation. Fait que vous le voyez là, quand vous êtes à la page d'ouverture, la page d'accueil, justement. On a un calendrier de formation qui permet justement de s'inscrire à chaque année à des formations développées par Fadio. Les exemples de formations qui ont été développées, puis c'est toujours développé par des gens chez nous, donc il y a des gens d'un peu partout là, sur le territoire qui ont développé le contenu de ces formations-là, qui sont offertes depuis quelques années, puis qu'on a remis à jour justement cette année. Donc, ce genre, l'exemple de formations qui sont offertes, initiation à la formation à distance, sensibilisation et exploration, approche de construction d'un scénario d'enseignement global en formation à distance. Donc, c'est un modèle d'ingénierie pédagogique. Les approches pédagogiques, les encadrements des apprenants, gestion des évaluations en formation à distance. Donc, ce sont ce genre de formations-là qui sont développées actuellement par les membres de Fadio. Ces formations-là sont ouvertes actuellement seulement pour les membres de Fadio. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des choses, il y a un projet qui a été présenté au ministère de l'Éducation. C'est éventuellement ce genre de formation-là qu'on souhaiterait peut-être partager à plus grande échelle. Et pour l'instant, malheureusement, c'est ouvert seulement pour les membres de Fadio. Il y a également des activités intégrées par les partenaires. Donc, quand je vous ai parlé tout à l'heure, quand vous allez, par exemple, dans le volet formation, là, vous allez voir, vous allez cliquer, vous allez avoir un volet de formation, tout un calendrier d'activités que vous pouvez vous inscrire. Donc, dans ce calendrier-là, il y a des activités intégrées par les partenaires. Puis c'est là que c'est intéressant parce qu'encore une fois, on tente des fois de ne pas dédoubler ce qui existe déjà. Donc, l'UQAR fait déjà des belles formations, des fois plus des aspects, sur les aspects plus techniques, qui ne sont pas tout à fait de la formation à distance pure, mais qui sont des choses qui peuvent être reliées, par exemple, à la formation à distance. Donc, l'UQAR, on rend disponibles les formations qui sont développées justement par l'UQAR pour tous les membres de Fadio. Même chose du côté des REFAD. Donc, on est partenaire du réseau de l'enseignement francophone au Canada, francophone à distance au Canada. Donc, encore une fois, pour les membres de Fadio, c'est gratuit. Vous avez accès aux webinaires, aux tables d'échange et c'est intégré dans notre calendrier. Et nouvellement, cette année, il y a une offre de formation qui a été faite par Cégep Virtuel, qui est encore une fois un consortium de quelques cégeps, là, environ, je pense, une dizaine de cégeps, qui ont développé une belle offre de formation d'une dizaine d'heures, justement, portant sur la formation à distance. Et encore là, on a établi un partenariat avec eux pour avoir accès à ces formations-là gratuitement. Ça aussi, je vous le dis en passant, là, il y a des projets avec le ministère actuellement pour rendre ça disponible. Après ça, on a des activités de formation en asynchrone parce que tout ce qu'on fait, on l'enregistre. Donc, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas pu vous inscrire et puis que vous, ces horaires-là ne vous convenaient pas, elles sont enregistrées. Et là, c'est là que vous pouvez avoir accès aux formations. Donc, évidemment, quand vous allez sur le site web, vous allez voir accès aux membres, qui est notre plateforme Moodle. Donc, si vous allez directement dans l'accès aux membres, puis vous allez vous rendre, par exemple, une fois que vous êtes sur la plateforme Moodle, vous allez dans l'espace formation, vous allez avoir accès à toutes ces formations-là qui ont été enregistrées et qui sont déposées sur la plateforme. Donc, vous voyez un peu l'exemple de formation, là, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, elles sont disponibles directement dans la plateforme Moodle. Comme nouvelle activité, et ça, c'est vraiment une activité qui va être ouverte pour l'ensemble du Québec, on a un camp sur la formation à distance. Ça va avoir lieu du 12 au 16 octobre 2020 au Château Mont-Saint-Anne. Donc, vous allez avoir probablement de la publicité que vous allez voir passer là, dans les prochains jours. Donc, c'est un camp portant sur la formation à distance pendant une semaine de temps qui va avoir, évidemment, que ça s'adresse aux ressources enseignantes. Ce qui est super intéressant, c'est que quelqu'un qui a un projet de formation à distance concret ou qui en fait déjà, mais qui souhaiterait améliorer son cours, bien, c'est vraiment à cette personne-là que ça s'adresse. Donc, c'est vraiment, on va être un camp, il y a à peu près, c'est des places, les places sont limitées, évidemment, c'est ouvert seulement à 45 personnes. Il va y avoir une quinzaine de personnes qui vont être là en soutien. On est allé chercher les meilleures ressources qui disposaient de compétences très élevées pour encadrer, accompagner, soutenir les enseignants, les ressources enseignantes pendant cette semaine-là.
Évidemment, ça prend vraiment un projet concret. Ce qui est intéressant, c'est que étant donné qu'on est en projet pilote, bon, les places sont limitées, oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va être gratuit. Donc, pendant une semaine de temps, hébergement et repas gratuits au Château Mont-Sainte-Anne pour justement être capable de développer son cours à distance. Donc, c'est pour ça qu'on dit s'évader, créer, réaliser. Donc, on sort des sentiers battus, on est là pour créer et à la fin, chaque ressource enseignante va pouvoir présenter son projet. Donc, c'est vraiment une nouvelle initiative de FADIO qui va se tenir à l'automne prochain. Puis, comme je vous dis, vous allez en entendre parler. Même au cours de la semaine, on a déjà de la promotion qui va sortir et les inscriptions vont se faire en mars. Donc, si jamais vous entendez dans votre établissement des gens qui pourraient être intéressés, alors ce sera peut-être important de passer le message. Au niveau de la collaboration, donc, on a des communautés de pratique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de communautés de pratique. Pour partager l'expertise, on a mis en place des communautés de pratique. On a une communauté de pratique pédagogique qui sont composées de conseillers pédagogiques. Ce sont des gens qui ont été délégués par leur établissement. On a une communauté de pratique technique. Donc, ce sont des gens, encore une fois, qui ont été délégués par leur établissement puis qui composent. Dans la communauté de pratique technique, on a des rencontres seulement avec les coordonnateurs, puis on a aussi des coordonnateurs techniques, puis on a aussi une communauté de pratique avec les techniciens d'informatique. Puis ce qui est intéressant dans cette communauté de pratique-là, c'est que souvent, on fait des rencontres même pour les mettre ensemble, pour qu'ils puissent être capables justement de se partager, discuter, débattre de problématiques ou analyser, par exemple, des situations, puis être capable de solutionner ensemble certaines problématiques. Donc, c'est vraiment intéressant. On a aussi, au secteur jeune, évidemment, dans la communauté de pratique pédagogique, on a aussi des ressources du secteur jeune qui est composé des récits secteur jeune qui vont se rencontrer périodiquement pour travailler ensemble sur des sujets très spécifiques. Mais disons que tout ce monde-là fait quand même partie de la communauté de pratique pédagogique. Et puis, l'année passée, on a mis en place une nouvelle communauté de pratique qui, elle, est volontaire. Donc, c'est la communauté de pratique, on devrait l'appeler de ressources enseignantes, en réalité, parce que, évidemment, ça inclut les professeurs de l'UQAR. Donc, c'est plus une communauté de pratique de ressources enseignantes. Donc, ça peut être des ressources enseignantes vraiment du primaire jusqu'à l'université, qui travaillent ensemble, justement, qui doivent déjà enseigner à distance et puis qui est animée, justement, par une enseignante du cégep de la Pocatière. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse à faire partie, évidemment, alors c'est ouvert. Actuellement, encore une fois, c'est ouvert pour les membres de FADIO, mais éventuellement, c'est en projet. Évidemment, ça sera peut-être quelque chose qui pourrait être développé dans d'autres régions au Québec. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on reçoit beaucoup de formations. Il y a également des maillages qui se font en communauté de pratique. Donc, c'est vraiment intéressant. Les travaux de communauté de pratique, quand vous allez, par exemple, si vous avez le goût d'avoir une idée de ce qui se fait, évidemment, vous allez dans l'espace collaboration sur la plateforme Moodle. L'espace collaboration, vous allez retrouver les travaux qui sont faits par les communautés de pratique. Je vous donne un exemple de travaux, là, quand il y a des problématiques qui sont analysées en communauté de pratique, vous avez le goût d'aller voir un peu quelles sont les solutions qui ont été apportées par les membres. Donc, vous allez être capable d'aller voir dans l'espace collaboration, vous pouvez retrouver l'information dans cet espace-là. Quand je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, qu'il y avait des documents qui avaient été faits pour l'analyse de plateformes de communication en ligne, ça aussi, c'est intéressant parce que c'est des documents que vous pouvez voir. Vous pouvez comparer aussi, c'est quoi les réflexions qui ont été faites, les analyses qui ont été faites par les membres des communautés de pratique. Il y a aussi un comité, on a formé un petit comité qualité. Ce comité-là se penche vraiment sur, puis essaie de documenter un peu, voir tout ce qui se fait, par exemple, là, sur des sujets spécifiques, puis d'essayer d'aller relever les critères de qualité. Comme l'année passée, par exemple, il y a un document qui a été fait sur l'implantation de la formation à distance, mais pour un établissement. C'est quoi les critères de qualité? Donc, on a vraiment lu tous les documents, les études, ce que disent les plus récentes études, et puis on a fait une petite... on en fait un petit document recto-verso avec des cases à cocher. Donc, pour un gestionnaire, c'est vraiment super intéressant parce qu'il y a déjà une très bonne idée là, de qu'est-ce qu'il a à mettre en place, par exemple, là, pour assurer la qualité puis
puis la réussite, puis les conditions gagnantes là, pour l'implantation de la formation à distance. Je sais qu'on est en train de travailler cette année la même chose, les critères de qualité pour l'implantation d'un cours à distance, et là, ça va servir justement aux ressources enseignantes. Donc, ce sont des travaux comme ça qui sont faits et que tout le monde, actuellement, membres de FADIO, peuvent avoir accès en allant, par exemple, sur la plateforme Moodle. Dans l'espace expérimentation, alors, dans cet espace-là, évidemment, on est là pour expérimenter des projets de courte durée. Il y a aussi des collaborations avec des chercheurs de l'UQAR et aussi des collaborations avec des chercheurs d'un peu partout. Donc, actuellement, on a des collaborations avec des chercheurs de l'Université de Montréal, de l'UQAM, de l'Université de Sherbrooke. On a eu une demande récente aussi de l'Université Laval. Donc, évidemment, c'est sûr que dans FADIO, avec tous ces enseignants-là qui travaillent actuellement, c'est un beau terreau pour les chercheurs. Donc, évidemment, il y a toujours une belle collaboration qui se fait à ce niveau-là. Puis aussi, l'année passée, on a créé un réseau interordre de praticiens et de chercheurs en formation à distance. Ce qu'on souhaitait faire, justement, c'était être capable d'assurer une veille, mais aussi de documenter tout ce qui se fait. Parce qu'il y a des beaux projets actuellement qui sont développés. Des fois, il y a des expérimentations qui sont faites. Puis là, malheureusement, bien, à part de se le dire, parfois en rencontre, il n'y avait pas d'écrit qui restait de ça. Donc, c'est là qu'on a dit qu'il faudrait former un réseau pour qu'on puisse être capable de faire connaître ces projets-là, puis peut-être intéresser des gens qui seraient prêts à documenter ces expérimentations-là. Donc, les projets d'expérimentation, par exemple, qui peuvent exister, c'est que là, actuellement, on a 5 commissions scolaires, 21 enseignants, par exemple, qui développent des cours à distance à la formation générale des jeunes. Donc, ça, c'est vraiment un projet d'expérimentation qui a débuté l'année passée. Puis ça, c'en est une, entre autres, qu'on a pu mettre 4 professeurs-chercheurs, justement, en lien avec ces enseignants-là pour être capable de documenter les pratiques qui étaient développées actuellement. Donc, c'est vraiment des cours à distance à la formation générale des jeunes, en synchrone, en asynchrone, en hybride. Puis on en a de tout. Il y a du présentiel enrichi. Donc, on a des enseignants qui sont vraiment autant du primaire que du secondaire jusqu'à secondaire 5. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un projet, évidemment, qu'on a débuté l'année passée. Il y a une chargée de projet qui fait le suivi avec le ministère. On travaille aussi avec les services nationaux des récits à la formation à distance, puis avec les services nationaux des récits, puis aussi les récits, voyons, comment on les appelle, là, ceux qui ont des spécialités, là, par exemple, des récits qui vont travailler plus au niveau d'une matière, l'univers social, etc. Donc, ce sont des ressources avec lesquelles on travaille actuellement dans ce projet-là. Il y a aussi des exemples, parce que souvent, on accorde des petites enveloppes budgétaires dans notre financement pour documenter des expérimentations, comme c'était le cas, par exemple, de technocoach en formation à distance. C'est un poste qui n'existe pas. C'est le Cégep de Matane qui a eu cette idée-là, de dire ce serait intéressant qu'on puisse créer un poste. Puis cette personne-là va devenir un peu au service des étudiants, des enseignants et des gestionnaires. Donc, on a mis en place ce titre d'emploi-là qui n'existe pas normalement, mais qu'on voulait voir en même temps si ça permettrait peut-être de favoriser le développement de la formation à distance. Donc, c'est une expérimentation qu'on a faite au Cégep de Matane et qu'on souhaiterait justement peut-être y aller dans une deuxième phase parce que les résultats ont été quand même intéressants là, dans le rapport d'expérimentation. On a vu que c'est vraiment une avenue peut-être à envisager pour un établissement. Évaluation des apprentissages à distance, évidemment. Donc, on a eu différents projets qui ont traité de ce thème-là, la supervision de stages à distance, etc. Donc, il y en a quand même plusieurs. Puis, si vous allez dans la plateforme Moodle, évidemment, dans l'espace expérimentation, vous allez voir d'autres projets qui sont expérimentés actuellement par des professeurs de chez nous, des enseignants de chez nous, justement, puis qui vont être documentés. L'autre projet qu'on travaille là-dessus actuellement, c'est la mise en place d'un observatoire de la pédagogie en formation à distance. C'est un projet qui est avancé, qui n'est pas réalisé encore, mais qu'on souhaite faire. C'est justement d'assurer une veille. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait on aimerait mettre en place un observatoire. Ce n'est pas un projet de grande envergure, mais parce qu'étant donné qu'on fait quand même plusieurs choses là, déjà en expérimentation
et aussi le travail qui se fait déjà avec les communautés de pratique, mais au moins, ne serait-ce que pour faire de la veille, pour nous, c'est important. Donc, on est en train de travailler là-dessus actuellement pour mettre en place un observatoire qui va devenir un peu une inspiration sur laquelle on va pouvoir s'appuyer au niveau de nos formations et au niveau des travaux des communautés de pratique. Donc, ça va être intéressant. Puis évidemment, c'est un projet qui est issu du réseau des praticiens et des chercheurs. Puis en passant, le réseau des praticiens et des chercheurs, tantôt je ne l'ai pas dit, mais encore une fois, c'est ouvert à tous. Ça, c'est entrée et sortie variable. Les gens qui sont intéressés peuvent vraiment se joindre au réseau des praticiens et des chercheurs sans problème. Autre projet qu'on souhaite aller de l'avant, on a parlé tout à l'heure du développement de projets de formation à distance à la formation générale des jeunes. Ce qu'on souhaite faire actuellement, c'est développer à la formation professionnelle puis la formation générale des adultes. La formation professionnelle, on sait qu'il s'en fait déjà de la formation à distance, mais vraiment avec des aspects très techniques. Ça, on aimerait ça aller un petit peu plus loin dans ça pour essayer de voir jusqu'où on est capable d'aller. On voit qu'il y a des beaux modèles qui ont été développés à l'enseignement supérieur. Donc, on aimerait s'en servir pour l'appliquer à la formation professionnelle. Donc, il y a déjà des choses qui s'en viennent. La formation générale des adultes, c'est la même chose. Étant donné qu'il y a des travaux qui se font présentement à la formation générale des jeunes, on aimerait créer des maillages pour qu'on puisse s'en inspirer, donc développer, par exemple, des formations pour des cours optionnels, des choses comme ça, des formations, même des formations en synchrone à la formation générale des adultes. Donc, on a déjà commencé à tâter le terrain avec nos enseignants pour ceux qui désiraient le faire. Puis c'est quelque chose qu'on souhaite aller de l'avant pour les prochains mois. Là, je parle beaucoup. Hein? Vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions? Oui, c'est ça, Mylène. J'attendais cette section-là pour t'interrompre. Dans le fond, il y avait quelqu'un qui me posait une question sur comment devenir membre de FADIO. Bien, c'est ça l'affaire. C'est que c'est une entente de collaboration. On a eu, vous comprenez que c'est une entente de partenariat, puis la confiance a été très difficile à établir il y a quelques années. Puis vous comprenez que cette mobilisation-là, ça s'est fait vraiment pas du jour au lendemain, mais ça s'est fait parce qu'on a signé une entente de collaboration, puis il y a des principes, il y a comme un respect qui s'est établi, une transparence, une confiance, un entraînement mutuel, puis on le voit, ça n'a pas toujours été facile. On ne peut pas rentrer des partenaires parce qu'on ne pourrait pas, je vous le dis, là, depuis le mois de septembre, c'est complètement fou le nombre de demandes qu'on a reçues par rapport à ça. Puis c'est très flatteur parce qu'on voit que ce modèle-là est inspirant. Nous, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on encourage les régions ou d'autres établissements peut-être à développer un modèle comme dans FADIO actuellement. C'est vraiment là-dessus qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas dénaturer ce qu'on a mis en place. Quand on a des communautés de pratique, puis qu'on a environ une quinzaine de personnes, on ne peut pas tomber avec des communautés de pratique à 60, 70, parce que sinon, ça ne sera plus des communautés de pratique. Ça va devenir, on va perdre le contrôle, puis il y a peut-être des gens qui vont comme un peu se dégager, se désengager, puis c'est ce qu'on ne voudrait pas. Comme tout ça était difficile à implanter, puis avec tout le mouvement personnel, il y a toujours des nouveaux directeurs des services, des nouveaux conseillers pédagogiques, des nouveaux directeurs généraux. Fait que vous comprenez que c'est un travail qui est toujours à recommencer. Fait que ce noyau-là, on doit le protéger, puis à cause de ça, on doit maintenir ça de cette façon-là. Là où j'en parlais tout à l'heure auprès du ministère, parce qu'évidemment, le ministère souhaite qu'on partage ce qu'on a développé, puis on a cette ouverture-là. Évidemment, ça prend des ressources parce n'oubliez pas qu'on est au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, donc on n'a pas des moyens, on n'a pas des ressources à n'en plus finir. C'est la raison pour laquelle on s'est regroupé, justement. Parce qu'on n'a pas des moyens. Là, quand on développe un cours, là, il n'y a pas une grosse équipe d'une vingtaine de personnes pour accompagner le professeur. On est loin de cette réalité-là. Donc, c'est pour ça que quand vient le temps, par exemple, de soutenir ou d'accompagner un peu comme on le fait dans FADIO, c'est impossible de le faire, mais pour l'échelle du Québec. Mais ce qu'on a proposé, on a fait une proposition actuellement au ministère, puis on souhaite en tout cas que ça fonctionne parce que justement, ça permettrait de répondre à ce besoin-là pour avoir accès à ce qui a été développé dans FADIO. Donc, il y a des choses qui vont être possibles, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Comme les communautés de pratique, nous, ce qu'on encourage vraiment, c'est qu'il y a d'autres régions qui aient le goût de faire la même chose, puis qu'on encourage vraiment à ce qu'il y ait d'autres communautés de pratique qui soient développées. Puis ça on est très ouvert à aller accompagner d'autres régions, par exemple, là, pour mettre en place ce genre de structure-là. Là. Il n'y a vraiment aucun problème. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question. Puis, comme je vous dis, ce n'est pas de mauvaise foi, c'est tout simplement de protéger déjà ce qui a été établi là, pour ne pas dénaturer justement là, le regroupement actuellement. Est-ce que ça répond à la question?
Y avait-tu autre chose, Karine? Non, ça va. J'ai pas d'autres commentaires. On avait un petit commentaire d'André, là, mais on l'a mis, il apparaît dans le chat. C'était pas une question. Là, fait que tu peux poursuivre. Bon, ben parfait. Je poursuis. En passant, ça ne durera pas 2 heures ce matin. À moins que vous ayez une tonne de questions, là, mais je poursuis, mais la présentation devrait terminer bientôt. Le soutien et l'accompagnement. Ça, c'est vraiment le champ d'intervention pour lequel je suis à peu près le plus fière de ce qu'on a réussi à mettre en place. Je vous explique. On a mis en place une équipe régionale de soutien. Ça aussi, à partir de 2015, qu'on s'est rendu compte, on a dit qu'il y avait certains établissements qui avaient mis en place des comités FAD à l'intérieur, des comités locaux. Puis là, on se disait, Caroline, c'est une bonne idée, ça, d'avoir mis en place parce que c'est bien beau de dire, OK, on travaille collectivement, tout le monde ensemble. Encore faut-il que chaque établissement s'engage aussi, puis mette en place des mesures pour favoriser le développement de la formation à distance. Donc, nous, à partir de 2015, on encourageait chaque établissement de dire, écoutez, si vous pouviez vous faire un plan de déploiement de la formation à distance, vous donner une vision de qu'est-ce que vous voyez pour votre propre établissement. Puis, on vous encourage également à mettre en place une équipe locale, donc un comité de formation à distance. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Ce qu'on recommandait, encore une fois, c'est jamais une obligation. Ce qu'on recommandait, c'est mettez en place un comité composé au minimum d'une ressource pédagogique, d'une ressource technique et d'un gestionnaire. Donc, il y en a évidemment qui ont mis beaucoup plus de gens là-dessus parce qu'évidemment, il y a des commissions scolaires qui ont mis des gens du secteur jeune, de la FGA, de la FP. Donc, évidemment, il y en a qui ont mis des gens, même des communications. Donc, il y en a qui ont mis beaucoup plus de monde que ça. Et même chose du côté du plan de déploiement. Le plan de déploiement, là, on avait fourni un gabarit, puis on a dit, écoutez, allez-y avec ça, mais il y a des établissements qui nous arrivaient avec un plan d'1 page, puis il y en avait qui arrivaient avec 10 pages. Puis que là, c'était vraiment très détaillé, avec une vision sur 3-4 ans. Il y en a que c'était plus une vision sur 1 an, mais encore une fois, chaque établissement est libre. Quand on disait le respect de l'autonomie de l'établissement, là, c'est justement là-dessus. Donc, à partir de ça, évidemment, on a les équipes locales. Puis ça va toujours être ces ressources-là qui vont devenir comme aux premières lignes en accompagnement aux ressources enseignantes. Par contre, évidemment, dans les équipes locales, ce qu'on voyait bien, c'est que les gens avaient besoin parfois de soutien. Puis on s'est dit, bien écoutez, là, ils n'ont pas les moyens financiers, encore une fois, d'embaucher des ressources à temps plein. Donc, on s'est dit, on va former une équipe régionale de soutien. Et c'est là vraiment qu'on envoie un sondage à chaque début d'année auprès de tous les établissements, qu'on invite les gens à compléter. Puis là, on leur demande, là, on a listé une série de compétences que nous, on a besoin, autant du point de vue pédagogique, technologique, technique, organisationnel, point de vue gestion, etc. Et là, on demande à tout le monde de compléter ça. Puis on leur demande de nous mettre sur une échelle à quel niveau ils se situent dans leur expertise. À partir du moment où tout ça est complété, là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va chercher les expertises les plus élevées ou ceux qui se disent experts et on forme notre équipe régionale de soutien avec ça. Fait que vous voyez comment ça devient intéressant. On a environ une équipe d'environ une 50aine de personnes. Ces personnes-là, encore une fois, elles ne sont pas obligées. Là, on leur demande toujours, est-ce que vous êtes intéressés à donner du soutien, genre soutien ponctuel? Ça veut dire que vous le faites, vous donnez, mais on ne vous paye pas, vous le faites parce que ça vous tente. L'autre élément, c'est est-ce que vous êtes disponible pour faire de l'accompagnement? Oups, là, on tombe dans quelque chose de plus soutenu ou de la formation. Si la personne dit oui, là, à ce moment-là, évidemment, on prend une entente avec les établissements, avec son supérieur, par exemple, ou si c'est un professeur de l'UQAR, on prend une entente avec lui pour dire est-ce que vous seriez prêt à offrir un soutien d'une 20aine d'heures? Puis là, il y a vraiment une entente de prix pour justement être capable de payer cette ressource-là pour les services qu'elle va donner. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on fonctionne et ça répond à notre besoin. Quand je vous dis, là, ça peut être même pour la mise en place de salles de formation à distance. Des fois, quelqu'un arrive et dit, bien, moi, j'ai de l'équipement, je ne sais pas quoi acheter, je ne sais pas par où commencer. Donc, je vous dis, là, c'est vraiment à tous les points de vue. On a formé une équipe régionale de soutien qui a toutes ces compétences-là, puis c'est là que c'est intéressant. Si vous voulez voir, encore une fois, là, je m'adresse aux membres de FADIO. Je trouve ça plate parce que c'est des choses qui vont éventuellement qu'on souhaiterait mettre à l'échelle du Québec, mais encore une fois, ça peut quand même vous donner une idée de comment on a mis en place notre fonctionnement. Donc, si vous allez voir sur le site web, vous allez voir sur la page, dans l'onglet « Soutien » en haut complètement,
Et puis là, ça va vous donner une idée justement de c'est quoi les compétences qu'il y a sur le territoire. Et puis, si jamais, évidemment, que c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, on a des répondants. Donc, on a Karine qui est justement avec nous aujourd'hui, mais vous avez aussi, pour plus d'informations, dans le bas, c'est marqué Nelson Jean. Donc, c'est notre ressource attitrée qui prend un peu les commandes de ça et qu'on va diriger. Récemment, on a une commission scolaire dans l'Ouest, justement, qui nous demandait de l'accompagnement pour la mise en place de salles Zoom. Ben, donc, on s'est dit, ben, écoutez, c'était dans la même région, on avait un cégep qui n'était pas tellement loin, qui avait cette expertise-là. Donc, on a communiqué avec le coordonnateur en informatique. Il a dit, pas de problème. Donc, il les a reçus, il leur a donné quelques heures de formation sur le fonctionnement, justement, de ces salles-là. Donc, vous voyez la belle collaboration qui se fait. Et ça ne coûte rien. Donc, on donne vraiment, puis chacun donne à sa façon, puis revient, bénéficie de l'expertise de l'autre. Donc, c'est vraiment notre modèle. Comme je vous dis, lorsque c'est de l'accompagnement qui est un petit peu plus soutenu, alors là, il y a une entente qui est faite avec l'établissement. Quelque chose de nouveau cette année, évidemment, soutien parce que la plupart de notre plateforme que vous voyez présentement sur laquelle on est, c'est la plateforme Zoom. Pourquoi Zoom? Parce que, encore une fois, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait analysé plusieurs plateformes de communication en ligne et celle-là n'est pas parfaite, mais répondait en grande partie à nos besoins. Par contre, Zoom, c'est américain, ils n'ont pas de soutien au niveau français, donc, etc. Fait qu'on s'est dit, ben nous, on va se débrouiller entre nous. Donc, on s'est tous regroupés, tout le monde encore une fois, qu'on s'est dit, bon, on va se former, on va se mettre en place une centrale de soutien qui est offerte par nos techniciens en informatique. Donc, je vous donne un exemple. Là, cet automne, c'était le cégep de Rivière-du-Loup. Là, en ce moment, c'est le cégep de Rimouski. Donc, c'est toujours, on a une ligne à 800, mais qui est comme partagée entre les techniciens en informatique des différents établissements. Donc, ce service-là, vraiment, est offert. On s'est donné une forme d'autonomie pour être capable, justement, de répondre à des besoins ponctuels. Donc, oui, on a formé une ligne à 800, puis c'est pour avoir du soutien technique ponctuel. Évidemment, toujours les personnes qui sont là aux premières lignes, ce sont toujours les ressources locales. Il faut que ça devienne seulement un soutien d'urgence, si on peut dire. Comment est-ce possible de réaliser tous ces projets dans nos organisations? Bien évidemment, comme je vous disais, c'est qu'il y a eu de la confiance. Dès le départ, les établissements ont vraiment établi une confiance, un respect, une transparence. Il y a de l'engagement qui se fait. Donc, chaque établissement libère des ressources pour faire partie des communautés de pratique, pour faire partie des comités locaux. Il y a une structure qu'on s'est donnée dans Fadio. Donc, on s'est donné une structure de fonctionnement. Donc, on a la table des partenaires qui est composée des DG. On a également un comité directeur, il y a un comité de mise en œuvre. Donc, on s'est donné vraiment une structure de fonctionnement et tout ça est fait vraiment dans le plus grand des respects et c'est ce qui fait que la confiance est maintenant établie. Et les gens ne sont plus méfiants les uns envers les autres. Ils ont vu à quel point, puis c'était notre slogan il y a quelques années, que le ministère l'a d'ailleurs repris dans le plan d'action numérique, là, qui était vraiment seul, on avance plus vite, mais ensemble, on avance beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin. Donc, c'est vraiment ce qui nous représente le plus. Alors, on a très bien compris qu'à travailler ensemble, c'est fou combien on peut aller beaucoup plus loin, justement. Et puis, ben c'est ça. Alors, grâce à la mobilisation, donc chaque DG s'engage à mobiliser les gens à l'intérieur de leur établissement. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, l'entraide mutuelle entre les partenaires. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au départ, les gens passaient beaucoup par nous pour avoir du soutien. Et là, maintenant, le réseautage a tellement bien été établi que de plus en plus, les gens vont s'appeler entre eux. Il est très fréquent de voir une commission scolaire, un technicien en informatique va travailler avec un technicien du cégep de Rivière-du-Loup, par exemple. Donc, c'est vraiment intéressant de voir tout ce réseautage-là et cette collaboration-là s'être établie. On est très, très fiers de ça. Encore une fois, c'est quelque chose que, tu sais, un modèle de gouvernance qui inspire. Je pense que c'est vraiment notre force. Oui, on travaille beaucoup au développement de la formation à distance, mais d'avoir établi un modèle de gouvernance comme ça, interordre, collaboratif. Donc, on a déjà eu une reconnaissance l'année passée par le réseau de l'enseignement francophone à distance au Canada, le REFAB. Et puis là, bientôt l'UNESCO, donc on va l'annoncer sous peu.
l'UNESCO Unévoque, qui met toujours de l'avant des pratiques prometteuses dans le monde et ont trouvé vraiment notre modèle très innovateur de travailler justement en mode collaboratif comme on le fait de façon interordre. Donc, c'était quand même, pour eux, c'était vraiment quelque chose à faire connaître comme modèle. Et puis, ils ont retenu notre projet et on devrait en faire l'annonce bientôt. Alors, on est très, très fiers de ça. Alors voilà, ça termine la présentation. Il est presque 10 heures. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que des gens ont des questions? Peut-être que dans le chat en ce moment, on n'avait pas. Oui, on a Asma Boumi. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui. Oui, bonjour. J'avais une question, s'il vous plaît. Premièrement, merci pour la présentation. Je sais que vous avez répondu à cette question, mais moi, c'était malheureusement pas clair pour moi. C'était à propos de comment on peut devenir membre. Parce que pendant la présentation, je suis allée sur le site du Fadio, puis j'ai essayé de créer un compte. Puis là, on m'avait dit que je faisais pas partie des courriels autorisés parce que je suis rentrée avec celui de mon collège. Donc, dans ce cas-là, on peut dire que on peut bénéficier de tout ce qui est mis à la disposition en dehors du compte, puis que avoir un compte est relié vraiment du fait qu'on doit faire partie des personnes directes de la communauté de pratique. Oui, exactement. En fait, les 18 établissements, là, donc je vais essayer d'y aller. Je ne sais pas si je pourrais y aller, là. Je vais essayer d'aller justement sur le site, là, que vous puissiez bien voir. En fait, ce que je disais tout à l'heure, là, c'est vraiment les 18 établissements qui sont membres de FADIO. Évidemment, le nom de domaine est reconnu, donc c'est ceux-là, présentement, on a créé un accès réservé aux membres parce que ce sont des établissements qui ont signé une entente de collaboration. Fait que vous comprenez que c'est pour ça. Il y a du partage qui se fait. On a des zones de partage à l'intérieur du Moodle. Par exemple, je ne sais pas, moi, Cégep de Matane a développé, par exemple, un guide sur l'accompagnement technique des enseignants en formation à distance. Donc, il dit, ah, bien, regarde, moi, je vais le déposer. Donc, on le dépose sur Moodle, devient accessible aux autres membres. Donc, il y a toute cette zone de partage-là. Et c'est un peu pour ça, là, étant donné qu'il y a une entente de collaboration, c'est un accès qui est réservé uniquement pour ces personnes-là. C'est pour ça que ce matin, c'était pour ça d'ailleurs qu'on voulait faire la présentation seulement pour les membres de FADIO. Mais pourquoi qu'on l'a ouvert, c'est que je trouvais l'idée intéressante quand même de vous présenter le modèle pour que vous puissiez peut-être faire des démarches dans votre région pour mettre en place un modèle comme ça. Et ça, je me rends disponible à aller rencontrer justement les instances de concertation. Je l'ai déjà fait, puis ça me ferait plaisir d'y aller là, sans problème. Donc, quand vous allez sur le site de FADIO, là, si vous voulez voir les établissements d'enseignement, vous le voyez ici. C'est vraiment toutes les commissions scolaires. On a les campus, évidemment. Donc, à partir du moment où on fait partie d'un établissement, on a les 8 commissions scolaires, le conservatoire, donc on a les 5 cégeps, incluant tous les campus, évidemment, comme l'UQAR qui a un campus à Lévis, l'UTA a un campus à Saint-Hyacinthe. Donc, évidemment, on inclut les campus là, des établissements. Donc, l'entente, elle est formée à l'intérieur de ce regroupement-là. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a quand même déposé un projet au ministère parce qu'on souhaite ouvrir. On est très ouvert à ouvrir, mais on a déposé un projet au ministère de l'Éducation qui est en analyse actuellement. Donc, alors, peut-être que les choses pourront changer. Mylène, on avait André qui dit « Pourrait-on songer à accepter les membres de l'Association canadienne des concepteurs et conceptrices pédagogiques dans un futur proche, mais qui œuvrent au Bas-Saint-Laurent? » C'est la même réponse. Présentement, oui, c'est ça. Présentement, là, il y a comme eu, c'était vraiment au niveau des établissements d'enseignement public. Parce que même, on s'était même questionné sur les établissements d'enseignement privés. Et les partenaires ont décidé vraiment que là, présentement, tout le monde est là actuellement dans le partenariat et que non, il n'y aurait pas d'autres partenaires là, actuellement dans FADIO là, pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, là, ce serait complet. Donc, c'est ce qui avait été décidé là, actuellement. Il nous manquait au départ, en 2013, la commission scolaire anglophone Eastern Shore, puis il y avait le conservatoire de musique, et eux se sont ajoutés en 2017. Alors, présentement, il n'y a comme plus de place, si on peut dire, là, tout le monde est là.
Puis en même temps, l'Association des concepteurs pédagogiques, c'est ça, ce sont des associations, mais ce n'est pas un établissement comme tel. Parce qu'il faut penser que ces gens-là s'engagent. Donc, tu sais, les établissements libèrent, dégagent des ressources pour s'engager, pour faire partie des comités, pour faire partie des communautés de pratique. Donc, moi, je riais souvent, là, je faisais rire mon équipe de dire on donne au suivant, bien, c'est vraiment ça. Parce que quand on retourne en arrière, on a des établissements qui faisaient beaucoup de formations à distance. Fait que des fois, au début, ils disaient, bien, nous, on a une expertise, je ne vois pas la plus-value de commencer à partager ce que je fais, mais ils l'ont vu très rapidement à quel point ça pouvait être payant de partager, parce qu'aujourd'hui, ils récoltent les fruits de ça. Ils se rendent compte que, oups, il y en a d'autres qui ont avancé, on a diminué l'écart, on a fait une mise à niveau de l'expertise. Donc, nos commissions scolaires qui en faisaient moins en font plus de formations à distance. Ils ont développé de l'expertise eux aussi. Alors maintenant, on a fait une belle mise à niveau qui fait en sorte que l'expertise est vraiment décentralisée. Et c'est ça qui est intéressant. Il y avait d'autres questions? Oui, ce que André rajoutait, c'est qu'il dit que c'est ça, c'est plus un ordre, mais que les concepteurs, conceptrices pédagogiques travaillent avec le secteur public aussi. Mais il dit, je comprends votre point de vue, mais il voulait juste ramener cette information-là. Là. Oui. Mais, en fait, ce qui arrive, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'établissement ne le fait pas gratuitement. Hein. C'est un engagement, donc, tu sais, il y a quand même un engagement financier et un engagement de ressources. Donc, l'établissement libère des ressources. Donc, tu sais, il y a à peu près 150 personnes. On a regardé, là, avec le réseau des praticiens et des chercheurs, avec les communautés de pratique, le comité de liaison, la Terre des partenaires, c'est à peu près 150 personnes actuellement qui proviennent des établissements. Donc, il y a un engagement de l'établissement à dire, écoute, moi, mes ressources, là, je vous les prête pour que vous contribuez. C'est comme si on avait un pot, tout le monde ensemble, et chacun met de l'argent. C'est vraiment ça, là. Pour que ça nous fasse un beau magot, là, c'est à peu près ça, là. C'est ça, le modèle de radio, là. Oui, j'allais peut-être juste ajouter que s'il y a des personnes comme ça qui ont des arguments ou qui voudraient jaser de ça avec nous, c'est tout à fait possible de le faire, d'envoyer un courriel à Mylène ou à Fado directement, puis de venir là, poser les questions, jaser, ça peut se faire là, en dehors de la rencontre. Là. Puis l'autre élément aussi que je veux nommer, parce que je sais qu'on a déjà été approché par certaines régions puis qui souhaitaient peut-être mettre en place, ça paraît très gros, mais ce n'était pas gros comme ça au départ. Ce qu'il faut vous dire, là, c'est qu'on a commencé au début, vous devez connaître d'ailleurs professeur-chercheur de l'Université de Montréal, Thierry Carcenti. Thierry Carcenti, là, c'était notre conseiller, notre premier conseiller qui a travaillé avec nous. On a travaillé avec lui, puis lui, il nous a vraiment bien orientés. Puis dès le départ, ce qu'on avait à faire, là, c'était vraiment d'informer les gens, d'informer sur qu'est-ce que la formation à distance. On avait besoin aussi de faire connaître Fadio. On a dit, regarde, il fallait que tout le monde sache que, OK, là, tout le monde vient de signer une entente de collaboration. Donc, on veut faire connaître Fadio, puis on avait besoin de former les gens. Donc, la première année, là, on s'est concentré juste là-dessus, de former les gens, d'informer sur qu'est-ce que la formation à distance, briser les mythes, puis démystifier tous les différents modèles, parce qu'il y en a qui ne connaissaient pas la formation à distance, et de faire connaître Fadio. Je vous dirais que pendant 1 an ou 2, là, on n'a fait que ça. Donc, c'est pour ça que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là, il faut dire que c'est évolutif. C'est sûr que si on avait fait un plan d'action, puis qu'on avait dit, OK, on s'en va comme ça, là, puis on ne bouge pas, puis on ne déroge pas de tout ça, on se serait planté. Je vous donne un exemple. Là. Au départ, on s'était dit, on va avoir une plateforme régionale pour tout le monde. Oubliez ça. Il y avait des établissements qui avaient déjà fait des investissements qui disaient, écoute, moi, là, je travaille avec telle plateforme. Je ne suis pas intéressée, moi, à travailler avec ce que vous nous proposez. Ça nous a tellement coûté cher. Donc, très rapidement, là, on a fait face à un mur et on s'est dit, OK, on va parler plus de compatibilité de nos systèmes plutôt que d'imposer une plateforme régionale. Vous voyez comment est-ce que ça a évolué. Il y a des années où est-ce qu'on proposait des choses, mais les gens n'avaient pas de temps. Là, on se disait, OK, là, le temps est notre ennemi. Les gens n'ont pas de temps. Donc, au lieu de développer des formations, des grosses formations, on va plus faire des mini-formations, des micro-formations, comme on appelle. On est constamment en évolution, tout le temps dans tout ce qu'on fait. Là, les modèles qu'on a développés maintenant, c'est d'essayer d'arriver avec, comme les guides. Les guides, on n'en fait plus. On fait des genres de pages recto-verso. Il faut que ça aille vite. On clique, puis que la personne est capable de lire rapidement, puis qu'on amène du soutien. Fait qu'on a évolué beaucoup, beaucoup avec cette façon de travailler-là. Mais ça fait en sorte, c'est le fait qu'on travaille ensemble. Si on avait été une petite équipe, on ne serait jamais arrivé à ce résultat-là.
Donc, c'est pour ça que le message qu'il faut retenir, c'est vraiment la collaboration, là, à travailler avec les gens. C'est fou le résultat qu'on est capable d'arriver. Je ne sais pas si je peux me permettre de rajouter, Mylène, mais puisque, tu sais, dans le fond, on faisait la présentation, entre autres aussi pour nos membres, pour leur expliquer qu'est-ce qui leur est offert dans Fadio. Mais j'espère qu'aujourd'hui, vous réalisez, tu sais, dans le fond, s'il y a des éléments que vous n'étiez pas au courant, tu sais, la tonne d'informations, de collaboration, de tout ce qui vous est accessible comme membre du Fadio, justement, et de voir que des gens veulent se joindre à nous comme ça. J'espère que vous ressentez le privilège et que vous aurez envie d'aller voir dans le site du Fadio, dans tout ce qui vous est offert, la plateforme Moodle, demander un accès. Allez-y, il y a une mine d'informations, puis contactez-nous aussi si vous avez besoin. On est vraiment là pour ça. Oui, puis moi, j'aime bien dire aussi, là, dites-vous qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus seul. Là, je m'adresse aux membres de Fadio. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul, vous avez un projet de cours à distance, dites-vous qu'il y a plein de gens qui vont être là pour vous aider. Puis je vous le garantis à 100%. On n'a jamais laissé tomber personne, puis c'est jamais arrivé pour dire bien là, je suis désolée, là, on n'a rien à faire avec toi. C'est impossible. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir l'expertise de ce que vous avez besoin. Donc, on va être capable de trouver cette personne-là pour vous accompagner. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis comme je vous dis, la seule chose qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'établissement a une part de responsabilité. On a déjà eu des demandes, par exemple, de dire ben moi, je veux développer mon cours à distance, mais j'ai besoin de gens qui vont faire des capsules vidéo. Non, on ne fait pas le travail à votre place. On va vous soutenir, on va vous accompagner, mais vous devez aussi là, avoir vos ressources. C'est pour ça qu'on tient beaucoup à travailler avec les gestionnaires pour qu'ils comprennent l'importance aussi d'investir puis d'aller chercher les ressources. Mais on va être là, par contre. On va être là vraiment pour vous accompagner. On a Sylvie qui dit « OK, je déménage en Gaspésie ». Ben, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé au cégep de Rivière-du-Loup, qui venait du cégep de Sainte-Foy, qui nous a dit la même chose. Elle avait tellement hâte d'arriver à Rivière-du-Loup, justement pour faire partie de notre regroupement. Mais tu sais, on est fiers parce que, tu sais, souvent, on entend beaucoup de choses qui viennent de la ville, Montréal, Québec. C'est sûr que c'est une fierté, je ne vous cacherai pas, parce que c'est régional. Puis oui, on est content de ce modèle-là. On en est très, très fiers. Puis de voir aussi qu'on est devenu une référence pour plusieurs établissements, bien, c'est sûr que oui, ça nous rend très, très fiers. Mais en même temps, ce qu'on souhaite, c'est vous inspirer justement pour être capable de travailler ensemble, travailler d'autres établissements ensemble. Donc, oui, effectivement. J'avais peut-être un petit message, mais en privé, Karine, que tu n'as peut-être pas vu. Toutes les questions d'ordre syndical restent un sujet très essentiel dans mon cégep. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que d'utiliser la FAD apporte des enjeux de reconnaissance du travail? Je dirais qu'en ce moment, on ne touche pas à ça, nous, dans Fadio. On a déjà fait, par exemple, des ateliers sur les conditions de travail. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'il va y avoir un partage, par exemple, de politiques qui ont été établies, des politiques locales, des conditions de travail qui sont mis de l'avant par des établissements pour qu'un établissement s'inspire d'un autre établissement pour dire « Ah, chez vous, vous autres, vous avez fonctionné de quelle façon? » Parce qu'il n'y a pas un établissement qui fonctionne pareil. Mais nous, on ne s'immisce pas dans ça. Je vous dirais, là, je trouve que c'est plus de la responsabilité des établissements actuellement pour faire ça. Et puis, par contre, moi, je suis d'accord à dire que oui, c'est un enjeu très important, puis ce sont des discussions qui doivent être tenues, discutées, mais ce n'est pas dans notre cours à nous actuellement. Donc, c'est vraiment les établissements qui doivent un peu faire ce travail-là. Les initiatives actuellement qu'on a menées, c'est qu'on se déplace en délégation, si on peut dire. Par exemple, lorsque les gens veulent en savoir un petit peu plus, on le fait. On se déplace dans l'établissement pour bien aller expliquer un peu qu'est-ce que ça prend, puis donner leur juste aussi. Qu'est-ce que ça prend pour développer la formation à distance? Quels sont les défis qu'il faut prendre en considération, etc. Puis aussi, je n'en ai pas parlé tout à l'heure dans la présentation, là, mais c'est un autre projet qu'on est en train de développer, c'est qu'on va avoir une formation pour les gestionnaires à partir de l'automne. Donc, ça aussi, pour nous, c'est important parce que les gestionnaires vont avoir vraiment une autre idée de qu'est-ce que la formation à distance. Puis, des fois, d'avoir une très bonne idée, bien, ça permet aussi d'établir des bonnes lignes directrices. Alors, c'est un petit peu ça aussi là, qu'on s'est dit. Des fois, les gens arrivent, puis comme ça bouge beaucoup, on a toujours des nouveaux gestionnaires qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas la formation à distance. Puis, des fois, ils vont mettre ça de côté en disant, bien, écoute, moi,
je ne connais pas assez ça, je ne suis pas prête à prendre des décisions par rapport à ça. Mais pourtant, c'est parce que ça évolue énormément vite. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important aussi de bien former nos gestionnaires pour qu'ils puissent être capables de faire des choix judicieux. Mais concernant, comme je le disais, là, tout ce qui est syndicats, conditions de travail, dans Fadio, là, on laisse ça vraiment aux établissements là, actuellement, à part que de se partager les façons de faire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à la présentation? Pour l'instant, j'en ai pas d'autres dans le chat. Il y avait André qui avait un commentaire au tout début. Je ne sais pas si André, tu voulais ouvrir ton micro ou c'était vraiment au début de la présentation là, concernant, je ne sais pas si c'était en lien avec aussi avec les commentaires par la suite. Peut-être juste me le dire dans le chat, André, si c'est pas possible pour toi d'ouvrir ton micro ou si c'est plus pertinent comme à ce moment-ci. C'est correct qu'il fallait que je ramène le bras du micro plus près de moi. Tu m'entends bien? Oui, très bien. En fait, c'était-tu concernant le ILC de TVO? Exact, oui, le premier commentaire, là. Bon, ben regarde, c'est parce que ce matin, en fait, je vous écoutais, puis je travaille en même temps sur les serveurs du ILC de TVO, en fait, qui est le plus grand prestataire, qui est le prestataire officiel des cours secondaires en ligne. En fait, Mylène sait très bien que j'ai travaillé pour eux pendant une période, puis là, maintenant, je fais un peu de pigisme pour eux. Je faisais le clin d'œil. Voudriez-vous que je fasse le pont? Ça serait génial d'avoir un tel groupe, quelqu'un d'un tel groupe, présenté au Fadio en tant que tiers partie, parce que ça me donnerait une idée un peu qu'est-ce qui se brasse dans les autres provinces. On sait qu'on a des très bons contacts avec le CCNB, mais là, on n'a pas grand monde en Ontario, en tout cas à ce que je cherche. Mais on a Contact Nord, par exemple, qui est super intéressant, mais le ILC, en tout cas, moi, je pourrais les inviter si jamais vous trouvez que ça pourrait être intéressant pour des présentations futures. Et André, écoute, peut-être, pardonne mon ignorance, mais ILC, c'est quoi? C'est une plateforme de communication en ligne ou c'est un environnement numérique d'apprentissage? Le ILC, Independent Learning Center, en fait, c'est en fait le prestataire du programme K12 secondaire pour tous les étudiants adultes en Ontario, francophones et anglophones, selon la loi ministérielle. Moi, je les aide beaucoup du côté des traductions francophones parce qu'évidemment, l'Ontario se doit absolument de faire les programmes dans les deux langues. Puis évidemment, je passe à travers ce qu'on appelle en conception pédagogique des gap analysis. OK. Bien, en fait, moi, c'est sûr que ce qui se fait ailleurs, on a quand même des gens dans les communautés de pratique qui vont régulièrement voir un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, justement, lors de rencontres officielles, etc. Fait que souvent, on est quand même, ce sont des sujets de discussion qui sont abordés. Quand on parle, par exemple, des plateformes de communication en ligne, là, des fois, par contre, ces choix-là ne sont pas toujours retenus. Pas qu'elles ne sont pas intéressantes, souvent, c'est à cause des coûts. Donc, c'est pour ça que je dirais qu'on garde toujours un œil sur ce qui se fait ailleurs, mais on a aussi comme des contraintes, là, de voir en même temps c'est quoi le meilleur produit, c'est quoi le coût relié à ça. Parce qu'il faut penser aussi qu'un établissement n'a pas toujours les moyens de se permettre d'avoir une plateforme à 50 000 $. Donc, c'est pour ça que… Mais on regarde toujours qu'est-ce qui se fait. Je sais, avec une communauté de pratique, avec 18 ressources qui en fait partie. Donc, ce sont des gens, ce sont ce type d'échange-là qu'ils font. Alors, je ne pense pas qu'ils échappent grande information à ce niveau-là. Mais souvent, ce sont des choix qui ne sont pas retenus à cause des coûts que ça demande. Je vais faire un clin d'œil. Oh, excusez. Je vais te faire un clin d'œil, Mylène. Alors, regarde, TVO a une grosse mentalité de ce qu'ils appellent faire des lunch and learn. Okay? C'est un peu comme les cantines de la pop. Là, mais ils font ça à l'interne. Okay? Je pense qu'on pourrait peut-être proposer, le Fadio leur fait un lunch and learn sur ce qu'on fait au Québec. Eux nous font un séminaire, puis ça serait gratuit. Mais il faudrait que j'essaye, là, mais je pense qu'on pourrait l'avoir gratuitement. Écoute, tu m'enverras de l'information peut-être par courriel pour que je puisse bien comprendre, André, si tu veux. D'accord, Mylène. Oui. Tout à l'heure, en début, oui, vas-y, Karine, excuse-moi. On avait quelqu'un qui nous demandait en 2020, à part votre colloque et celui de la REFAD, y a-t-il d'autres événements en français ou anglais que vous pouvez nous proposer concernant la formation à distance? Actuellement, pour les événements qui sont, c'est ça, il y a vraiment le colloque, en fait,
Je ne sais pas si ça va être ouvert. Il y a le symposium de l'intégration numérique dans l'enseignement, là, le colloque je ne me souviens pas le nom de Tabarouette, celui qui va avoir lieu au Cégep de la Pocatière, mais je ne sais pas si ça va être ouvert à tout le monde. C'est un colloque international sur le numérique en éducation. Ça va être aux alentours, si ma mémoire est bonne, aux alentours du 22 au 25 septembre. Il y a ça, cet événement-là, mais encore une fois, c'est de nos partenaires. Donc, je ne suis même pas certaine, là, peut-être c'est sur invitation. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Pardon? Oui, on a le CIRTA 2020. Oui, c'est ça. Après ça, on a le camp FAD qui va avoir lieu du 12 au 16 octobre et on a la CIRTA. La CIRTA, ça, c'est ouvert à tout le monde et c'est interop. Donc, ça va avoir lieu à l'UQAR et c'est le 27 et 28 octobre. Donc, je vous dirais que pour l'instant, c'est ça. Concernant, bon, c'est ça. Pour les membres de FADIO, il y en a plein, évidemment. Vous allez dans notre calendrier de formation, donc vous allez voir qu'il y a de la formation jusqu'en avril, certains, là, même peut-être mai. Et puis, il y a la formation des gestionnaires qui s'en vient aussi. Encore une fois, c'est pour les membres de FADIO. Donc, mais pour les gens à l'externe, là, je vous dirais que ça se tient là, à moins qu'il y ait un dénouement avec les gens au ministère. On va le souhaiter. Je voulais juste vérifier, là, il ne faudrait juste pas oublier, parce que je vois qu'il y a des personnes qui commencent à quitter là, les badges événementiels. Donc, on a créé un beau partenariat avec les gens de chez CAD 21. Je ne sais pas si vous connaissez CAD 21, mais si vous allez sur le site, Karine, est-ce que tu avais l'adresse directe pour qu'on puisse être capable de l'intégrer? Si vous voulez avoir… là, c'est sûr qu'il est trop tôt, évidemment, là, mais je vous en parle quand même. Là, donc, si après la fin de la semaine, si vous avez à participer 3 ateliers minimum, vous pouvez aller chercher un badge événementiel, donc une reconnaissance. Alors, il n'y a pas de problème. Si jamais vous souhaitez avoir une attestation pour chacune des présentations, c'est sûr qu'on n'a pas de saut. N'oubliez pas qu'on n'est pas un organisme sans but lucratif, on est un regroupement, mais on peut vous envoyer une petite d'attestation, il n'y a aucun problème pour ça. Mais sinon, on a vraiment le badge événementiel, vous pouvez vous inscrire. Eux, ils acceptent tout le monde. Donc, vous pouvez vraiment aller sur le site de CAD 21, vous créez un compte, donc vous n'aurez pas de problème. Puis par la suite, vous pouvez avoir un badge événementiel pour la semaine. Mais là, pas après le premier atelier, évidemment, là, mais après votre 3e atelier, vous pouvez aller chercher cette reconnaissance-là. Juste, Mylène, si je peux me permettre, dans le fond, Julie a mis le lien pour CAD 21 et puis pour les badges, en fait. Puis pour l'évaluation de l'atelier d'aujourd'hui, là, on a mis le lien, là, on l'a mis 2 fois, mais en fait, si vous voulez prendre un moment avant de quitter pour évaluer l'atelier d'aujourd'hui, s'il vous plaît. OK, parfait. Symposium international de l'intégration du numérique dans l'enseignement. Merci, André. Je m'en souviens plus. Je vais juste faire un petit mot de pub ici, là, si tu me permets. SIINE.ca. Le compteur dit que le site va être prêt dans 11 jours. C'est qu'on va travailler fort. OK, mais il est en développement. C'est qu'il s'en vient sous peu, mais gardez l'adresse si jamais vous êtes intéressé. Puis, pour ce qui est de la date, attends-moi un petit instant, je l'ai droit devant moi. Donc, je vais aller dans l'horaire, tiens-toi. Donc, tout commence dès le 21 septembre et pendant 5 jours. OK, parfait. Alors, si ça fait le tour, j'espère que je n'ai pas rien oublié. J'avais quelques personnes de l'équipe avec moi, Karine, Julie Bélanger, Julie Bérubé. Les filles, est-ce que vous avez vu qu'il y avait de l'information qui aurait été intéressante à donner? Sinon, je pense que ça faisait pas mal le tour. Je ne sais pas, Mylène, si on pourrait, je ne sais pas si c'est possible, mais de mettre la petite capsule de promotion pour Non, le non, camp. c'est pas pour tout de suite. OK. C'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que j'attends l'approbation du ministère. On va l'avoir un petit peu plus tard dans la semaine. Ce que je vous ai parlé tout à l'heure, le camp formation à distance, là, donc on va avoir des capsules de promotion, mais malheureusement, ce n'est pas pour ce matin, mais retenez quand même les dates du 12 au 16 octobre, parce que ça, c'est offert pour tout le Québec. Alors, si ça vous va, s'il n'y a pas d'autres questions, si vous voulez rester, je vais rester quelques minutes en ligne encore. Je vous remercie beaucoup de votre présence. C'était intéressant de vous voir, quand même nombreux.
Et puis, alors, si jamais vous avez des questions, ben, je suis disponible sans problème. Je reste encore sur la plateforme. Merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je voulais juste demander, parce que j'ai bien entendu du 12 au 16, puis c'était dit juste pour les enseignants. Est-ce que, il y aura possibilité aussi pour les professionnels qui prennent place ou c'est Non, vraiment limité? c'est vraiment les ressources enseignantes. Il faut arriver vraiment avec un projet de cours à distance. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas arriver avec un conseiller pédagogique qui, lui, veut faire c'est vraiment l'enseignant, c'est lui qui va être l'enseignant ou le professeur, un professeur d'université peut être là. Donc, c'est vraiment, ça s'adresse aux ressources enseignantes là, cette semaine-là, qui vont un Parfait. projet, soit un cours à distance à développer, puis encore une fois, il y a des critères, mais ça, de toute façon, tout va apparaître sur notre site web. Où est-ce que vous êtes allé vous inscrire pour la semaine de la formation à distance? Là? Je pense que c'est à partir de la semaine prochaine, on va avoir déjà de l'information sur comment s'inscrire. Excusez, l'inscription va être au début mars, mais il va y avoir quand même là, de l'information, ça va être diffusé. Mais c'est vraiment, c'est soit qu'on a un projet de cours à distance ou on enseigne déjà à distance. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui a déjà un cours puis qui dit « Ah, il me semble, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, j'aimerais améliorer mon cours. » Alors là, vous pouvez profiter là, parce qu'il va y avoir vraiment, les meilleures ressources qu'on va aller chercher, qui vont avoir différentes compétences et qui vont être là, puis c'est en atelier. Donc, c'est au Château Mont-Sainte-Anne. Ça va être vraiment, c'est un bel endroit qui va être là, tout pour la créativité, mettre au cœur la créativité durant cette semaine-là. Donc, et puis, il va y avoir plusieurs ateliers et c'est ça qui est intéressant, c'est que la personne va travailler, mais elle va avoir de l'accompagnement de plein de ressources. Donc, ça va être vraiment à air ouverte et on va pouvoir bien accompagner nos ressources enseignantes durant cette semaine-là. Mais comme je vous dis, les places sont limitées, fait que c'est sûr que je sais qu'il va probablement avoir des gens déçus qui ne seront pas acceptés, mais on n'a pas le choix. Là, donc, on y allait vraiment en projet pilote. On ne sait pas comment. On voulait y aller de façon prudente avec un plus petit groupe. Et puis si ça s'avère être un succès, bien alors on va tenter de répéter l'événement à chaque année à ce moment-là. En tout cas, je l'espère pour vous. Merci. Merci. Mylène, on n'a pas d'autres questions, mais on a quelques commentaires. Là. Merci pour la présentation fort intéressante. Salutations de 421, toute l'équipe du FADIO. Ah, Maxime était là, OK. Bonjour, Maxime. On s'est parlé par courriel, mais c'est comme ça, j'ai bien fait de parler de 421. On a aussi... Maxime qui m'a aidé à mettre ça en place. On a aussi des merci. On a Suzanne qui enseigne aux îles qui nous dit une chance que vous êtes là, longue vie à Fadio. C'est le fun de voir qu'il y a des gens qui finalement qui bénéficient là, de. Ouais, ben oui, c'est ça. Fadio. Ben oui, ben c'est normal aussi. On a des gens, des nouvelles personnes aussi qui sont dans Fadio, des fois qui ne connaissent pas nécessairement le regroupement, qui en entendent un peu parler. Donc, c'était ça le but aussi de la rencontre, c'était que vous puissiez bien avoir une bonne idée des services qui sont offerts. Puis de quelle façon vous pouvez contribuer aussi, hein, parce que c'est vraiment ça. Il faut toujours avoir en tête que ce n'est pas mené par un petit groupe, c'est que chacun vraiment y contribue et c'est ce qui fait la force du groupe. Christian, vous êtes membre de FADIO. Bien, je suis bien contente de vous rencontrer. Vous êtes de quel établissement? De l'UQAR. Excellent. Alors, on va certainement avoir l'occasion de se reparler. Puis aussi, l'autre affaire aussi, là, j'ai pas parlé beaucoup. Si vous allez, j'ai pas parlé du site web. Si vous allez sur le site web www.fadio.net, vous allez voir aussi les gens qui sont les références présentement, les gens qui travaillent de votre établissement. Comme dans votre cas, Christian, ceux qui font partie de l'équipe, là, il y a notre président du comité directeur, qui est Jean-Pierre Ouellette, évidemment. Et puis, il y a aussi sur le terrain, donc on a Geneviève Sanson, Edith Jolicoeur, il y a ensuite de ça, il y a nouvellement arrivé Brigitte Morin qui travaille aussi pour FADIO. Donc, ce sont des ressources vraiment qui peuvent vous aider. Là. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être quelques noms qui ne sont pas à jour. Là. On y travaille, mais Julien Landry de Souza qui est sur le comité de liaison.
aussi. Puis dans le réseau des praticiens et des chercheurs, on a Marie-Alexandre, Frédéric Banville, Chantal Roussel, il y a, comment elle s'appelle, j'oublie son nom, celle qui travaille, voyons, j'oublie son, Séverine Parent. Donc, on a plusieurs personnes de l'UQAR avec qui on travaille. Je vais mettre, Mylène, le lien où on pourra retrouver l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui et la présentation là, PowerPoint. Oui. Merci beaucoup. Bien, merci. Au plaisir de vous reparler. Merci. Bonjour, Donald. Bonjour, Donald. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des questions, Moi, je veux juste te dire merci encore d'avoir répondu à toutes mes questions complexes. Tu commences à connaître André, n'est-ce pas? Tu es un adepte fidèle de la semaine de la formation à distance, André. J'adore créer de la formation à distance. Ça me relaxe. Puis si je te contais ce qui m'est passé récemment, ça a vraiment été une bouée de sauvetage pour moi. Oui, bon. Oui, parce que des fois, on entend des commentaires récemment dans les médias. Hein. C'est sûr que la formation à distance, des fois, il y a des gens qui partent des fois avec de l'information qu'ils ont, puis c'est important aussi de s'intéresser à ça parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas temporaire. Là. Donc, puis tu sais, notre souci, justement, c'est de miser sur la qualité pour s'assurer que la qualité soit là au même titre que la formation en présence. Donc, ben moi, je t'avouerais, cours de sociologie à Concordia en délinquance juvénile et aussi un slogan d'une école à Singapour pour laquelle j'ai travaillé. En fait, il appelait l'école Serious Playground. Je pense qu'à quelque part, si on est capable de divertir et faire en sorte que les étudiants s'amusent, la formation à distance leur devient beaucoup plus intéressante. Oui, parce qu'il y a des beaux modèles. Il y a des beaux modèles. Récemment, je parlais avec quelqu'un qui disait qu'il n'aimait pas avoir l'impression de parler justement devant... il avait l'impression qu'il parlait tout seul lorsqu'il était en train de donner une conférence ou en tout cas, il trouvait ça impersonnel. Mais il y a tellement de choses qui se font actuellement. Quand on a fait il y a plein de modèles qui existent qui font en sorte qu'on peut s'adapter justement pour être capable de développer un modèle de formation à distance qui va bien nous convenir et qui va bien répondre aux besoins des étudiants. Et puis, on l'a prouvé aussi lorsqu'on était à la rencontre des partenaires. On a fait comme une présentation. Donc, l'animateur était vraiment dans une salle avec des étudiants, puis pouvait voir les gens aussi à distance. Donc, n'avait pas l'impression d'être tout seul. Donc, tu sais, il y a tellement de modèles qui existent qu'il faut juste prendre connaissance des différents modèles, puis voir lequel convient le mieux, puis lequel aussi répond à nos étudiants, là, selon la localisation, etc. Oui, mais l'expérimentation est nécessaire parce qu'il y en a qui sont encore à cheval sur la taxonomie de Bloom. Puis dans le fond, c'est une base fondamentale, j'en conviens, mais tu sais, à un moment donné, il y a beaucoup plus que ça. Puis il y a tellement de modèles expérimentaux qui ont été inventés à travers le temps, puis on expérimente encore. Puis je pense que quand tu as dit le prof doit être au centre du contenu, ça, c'est vital. Ben oui, c'est ça. Oui, parce que nous autres, on dit toujours, la technologie est au service de la pédagogie. C'est très, très, très important. On a déjà vu des cas à un moment donné où les gens, des fois, arrivaient déjà avec des solutions techniques, dire, bon, mais là, c'est ça, puis on impose ça à l'enseignant ou au professeur. Jamais, là, tu sais, ça ne devrait pas être ça. C'est important que l'enseignant dise, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi vous voulez faire comme activité? Là, à ce moment-là, c'est à la personne au niveau, soit le technopédagogue ou le gens de la technique, de s'adapter et de dire, OK, voici comment nous, on peut t'aider pour être capable de réaliser ton projet. C'est comme ça que ça doit fonctionner et non le contraire. Absolument raison, parce que regarde, la raison pour laquelle je fais très, très peu de corporatifs et que je travaille avec les établissements d'enseignement, c'est que quand tu travailles avec quelqu'un avec une cravate qui s'improvise professeur, des fois, c'est tout un challenge.
OK, bien, je pense qu'on a fait le tour. Karine, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, j'ai fait le tour de ce qu'on avait dans le chat. Donc, notre prochain atelier, Karine, c'est À midi, puis à c'est midi? encadrement des étudiants dans les cours asynchrones. Ça va être présenté par Béatrice Pudelco de la TELUC. Fait que ça va être 1 heure, là, de midi à 1 heure, 13 heures. Parfait. De toute façon, c'est toujours le même lien, donc toute la semaine. Fait que les personnes qui sont là, vous avez déjà l'horaire là, sur le site de Fadio. Donc, s'il y a des ateliers que vous n'étiez pas inscrits, mais que vous souhaiteriez participer, bien, vous avez juste à utiliser le même lien, puis vous joignez à la rencontre. Et puis, sinon, bien, n'oubliez pas que tout est enregistré, donc vous allez pouvoir y avoir accès là, à partir de possiblement la semaine prochaine. Là, tout devrait être mis en ligne sur le site web. Alors, si ça fait le tour, moi, je vous laisserai. Bien, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. Et puis, à bientôt. Bonne journée.